Bonjour à tous et bienvenue pour le 12e webinaire de la communauté de pratique santé mentale et travail, communauté internationale et francophone. Aujourd'hui, on vous propose de prendre un temps pour découvrir quelques avancées de la recherche sur le sujet. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir 3 invités que je remercie infiniment d'avoir accepté de partager leurs travaux. Vous verrez, ce sont à la fois des chercheurs et puis des professionnels de terrain. Je vais vous les présenter d'ici quelques minutes, mais prendre le temps de vous faire un rappel rapide de ce qu'est notre communauté. Notre communauté de pratique, elle rassemble 5 pays francophones que sont le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, la France et le Canada. Notre objectif, c'est de progresser finalement sur le retour au travail, l'insertion et la réinsertion professionnelle, le maintien en l'emploi des personnes qui vivent avec des troubles psychiques courants ou sévères. Et au regard du défi et de l'enjeu sociétal que ça représente, on a la conviction qu'il est nécessaire de faire avancer à la fois la recherche sur le sujet, mais aussi de faire émerger des pratiques qui ont fait la preuve de leur efficacité. Pour cela, on a besoin de partager des expériences qui soutiennent de nouvelles approches pour rendre le travail à la fois plus accessible, plus durable, pour lutter contre la stigmatisation et participer à des environnements professionnels plus sécures psychologiquement. Voilà, c'est à tout ça que la communauté de pratique travaille depuis maintenant plus de 3 ans et ces webinaires sont une des actions que l'on mène pour partager finalement les connaissances et les pratiques au plus grand nombre. Ces webinaires sont ouverts à tous. Ils s'adressent à la fois aux professionnels de l'entreprise, aux professionnels de l'accompagnement, aux professionnels du soin, aux personnes concernées, aux chercheurs qui s'intéressent finalement à ces sujets de santé mentale et de travail. Et pour qu'il soit ouvert à tous, on est attaché à qu'il soit gratuit et accessible au plus grand nombre, d'où notre attention à partager la parole et à ce que chacun puisse partager son regard, son expertise et son savoir d'expérience. Et j'en profite pour remercier la Fédération Santé Mentale France et la chaire Santé Mentale et Travail de l'Université du Québec à Montréal, sans qui ces webinaires ne pourraient pas avoir lieu. Je vous remercie également tous les participants que vous êtes finalement d'un peu partout dans le monde pour votre participation en nombre à ces webinaires à chaque fois et puis votre fidélité. Comme vous le savez, vous pouvez nous poser des questions dans le chat. On prendra le temps d'y répondre en fin de webinaire. Sachez qu'elles sont prises en note. Voilà, on sollicitera nos invités du jour pour prendre le temps d'éclairer les questions que vous pouvez vous poser. Alors, aujourd'hui, pour parler de recherche et de l'avancée de thématiques et partager finalement quels sont les quelques sujets, en tout cas, qui sont en ce moment explorés pour faire avancer ces sujets-là, on a 3 invités qui ont pris le temps de vous préparer une présentation de leurs travaux de recherche et de leur activité qui s'adresse à tous, je le précise, et pas uniquement à une communauté de chercheurs. On est attentif à ce que ce soit un savoir accessible tout en restant absolument pointu et attentif aux données et informations transmises. Et donc, l'objectif là des thématiques et des invités qu'on a sollicités, c'était de nous donner de nouvelles clés, de nouvelles perspectives pour savoir comment on fait bouger un peu les lignes de ce sujet de la santé mentale au travail. Et donc, pour ce faire, on a tout d'abord Enzo Nucci, qui est co-coordinateur de la communauté mixte de recherche sur la pérédance en santé mentale avec Antoinette Couteau et Sarah Guyonnet. Vous êtes rattachés à l'Université de psychologie à Bordeaux et vous allez nous présenter cette communauté singulière de recherche qui intègre notamment les savoirs d'expérience en santé mentale
et qui a comme objectif de faire émerger des données fiables, utiles et mobilisables, notamment sur la pérédance. Enzo nous en dira un peu plus tout à l'heure. Il y a également, merci Enzo d'être là aujourd'hui. Merci, bonjour à tous. Simon Rousset, tu es directeur délégué de l'ANSA. L'ANSA, c'est l'Agence nouvelle des solidarités actives. Et un des projets en lien avec la santé mentale au travail porté par l'ANSA, c'est une expérimentation de programmes de TCC, donc de thérapie, d'approche en tout cas, de programmes inspirés des TCC, des thérapies cognitives et comportementales, en complément de l'accompagnement en emploi, du type emploi accompagné, en tout cas en France, qui est en fait un programme mis en place par les Canadiens. Donc, c'est une expérimentation qui illustre à la fois les partenariats France-Canada et qui surtout cherche à éclairer comment on optimise, on renforce l'efficacité de l'accompagnement vers l'emploi. Donc, c'est une grosse expérimentation qui a été suivie et évaluée, et tu vas nous partager les résultats de cette expérimentation-là. Mais pour démarrer, je vais donner la parole à Meryl Kayada, qui est docteur en psychologie et qui est actuellement en post-doctorat au sein du laboratoire de Marc Corbière, qui est donc le président de la communauté de pratique santé mentale au travail, et au sein du département éducation et pédagogie, counseling de carrière au sein de l'Université du Québec à Montréal. Et Meryl, tu vas nous parler des travaux que tu mènes actuellement pour ce post-doc sur l'importance du sentiment d'efficacité dans le processus de retour au travail. Donc, pour démarrer, je te laisse la parole. Donc, je rappelle, ne soyez pas inquiets, on va écouter nos invités et ensuite, on prendra le temps de répondre à vos questions qui sont prises en note dans le chat. Meryl, c'est à toi. Merci Claire, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être là pour vous parler aujourd'hui du retour au travail des personnes vivant avec un trouble mental courant. Donc je vais utiliser le terme mental parce que c'est ce qu'on utilise au Québec, mais ça revient à dire trouble psychique. Plus particulièrement aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude qui porte donc sur le sentiment d'efficacité et les représentations sociales. Donc dans cette présentation, je vais d'abord vous introduire les concepts clés. Puis je vous présenterai la méthode, les résultats et vous donnerai quelques éléments de conclusion. Premièrement, donc, les troubles mentaux courants tels que les troubles dépressifs, anxieux ou les troubles liés au stress touchent environ une personne sur 6. Ils représentent en fait la principale cause d'absence pour raison de santé et sont souvent associés à des durées d'absence qui sont plus longues que pour d'autres problèmes de santé. Et ces absences, en fait, elles sont associées, en tout cas, elles entraînent des conséquences économiques et personnelles qui sont majeures pour les personnes vivant avec un trouble mental courant. Donc, dans ce contexte, on comprend qu'il est essentiel de faciliter le retour au travail des personnes vivant avec un trouble mental courant. Mais on peut se poser d'abord la question, eh bien, qu'est-ce que le retour au travail Excusez-moi. Qu'est-ce que le retour au travail ? Eh bien, le retour au travail, c'est un processus qui comprend différentes phases. La première phase concerne plutôt le début de l'absence maladie et l'implication des professionnels en charge de la gestion de l'absence. La deuxième phase concerne plutôt la préparation au retour au travail, avec l'implication des professionnels de la santé dans le rétablissement du travailleur. Et ensuite vient la troisième phase qui concerne plutôt le retour progressif au travail, accompagné donc d'un suivi et d'un soutien en milieu de travail. Un autre élément très important, c'est que ce processus de retour au travail, en fait, il implique divers acteurs qui sont issus de 4 systèmes. On a donc le système des assureurs, le système social, c'est plutôt l'entourage du travailleur, le système de la santé avec, par exemple, les médecins, les ergos, les psychologues, etc. Et puis le système du travail avec les collègues, les ressources humaines, les supérieurs immédiats, managers, etc. Et donc, au centre, on a le travailleur. Et en fait, chacun de ces acteurs a des actions, en fait, que je vais appeler pratiques. Donc, c'est un mot qui va revenir fréquemment. Des pratiques, c'est vraiment tout un tas d'actions à réaliser pour justement permettre le retour au travail du travailleur. Et ils ont des actions à mettre en place dans les 3 phases.
Et en fait, le travailleur, lui aussi, il a des actions et des pratiques qui lui sont propres, qui lui sont spécifiques. Et donc ici, je vous en montre quelques exemples. Par exemple, dans la première phase, le travailleur, il peut informer son supérieur immédiat de son absence maladie. Dans la deuxième phase, il peut participer aux actions médicales et de réadaptation au travail. Et en troisième phase, il peut appliquer les stratégies et les aménagements de travail qui ont été planifiés. Donc voilà, il a tout un tas de pratiques à mettre en place pour revenir au travail. Un autre élément important, c'est que finalement, ce processus complexe de retour au travail, il est influencé par différents facteurs. Parmi ceux-là, on retrouve donc le sentiment d'efficacité et la stigmatisation ou les représentations sociales, qui sont deux facteurs qui s'influencent entre eux et qui impactent le retour au travail. Et donc, je vais essayer de vous expliquer comment. Déjà, qu'est-ce que le sentiment d'efficacité ? Tout simplement, c'est la confiance qu'a un individu en sa capacité à réaliser, à accomplir une tâche. D'accord ? Et donc, la théorie et même les études montrent que ce sentiment d'efficacité, la confiance qu'a un individu à accomplir une tâche, est directement liée à la réussite de cette tâche. Autrement dit, le sentiment d'efficacité, il va prédire une performance réelle. Donc ça, c'est le principe général du sentiment d'efficacité qui nous montre que plus on se sent capable, plus on va surmonter les obstacles et donc mettre en place notre tâche, notre pratique, l'action. Et donc, si on applique cette théorie au retour au travail, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, plus on se sent capable de retourner au travail, plus on va surmonter les obstacles et donc plus on va revenir au travail durablement ou rapidement. Un élément très important de cette théorie, c'est que plus le sentiment d'efficacité, il est spécifique, il est précis, il est spécifique à une tâche, meilleur sera le retour au travail. Donc, si je l'explique différemment, c'est plus je me sens capable de mettre en place les pratiques du retour au travail, dont je vous ai parlé tout à l'heure, meilleur sera mon retour au travail. Quand je dis meilleur, c'est vraiment plus rapide, plus durable, il y a tout un tas de variables. Mais voilà ce que dit la théorie. Le souci ici, c'est qu'actuellement, on ne connaît pas vraiment le niveau de sentiment d'efficacité des personnes vivant avec un trouble mental courant quant au fait de mettre en place ces pratiques. C'est-à-dire que finalement, on ne sait pas si ces personnes, elles se sentent plutôt capables versus plutôt pas vraiment capables de mettre en place les pratiques du retour au travail qui les concernent. Donc, ça nous amène à notre premier objectif, ce qui sera donc de décrire le sentiment d'efficacité associé aux pratiques du retour au travail des personnes vivant avec un trouble mental courant. Autrement dit, on essaye de répondre à la question, les personnes vivant avec un trouble mental courant se sentent-elles capables de mettre en place les pratiques de retour au travail qui les concernent ? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça ? Parce qu'en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est identifier les pratiques pour lesquelles les personnes ont un sentiment d'efficacité moindre, autrement dit, pour lesquelles elles se sentent moins capables de mettre en place, pour mieux orienter l'accompagnement derrière. Et pourquoi on a choisi le sentiment d'efficacité ? Parce qu'en fait, c'est une ressource psychologique qui est modifiable. C'est-à-dire, il y a tout un tas de techniques pour venir soutenir ce sentiment d'efficacité, ce sentiment de compétence. Un autre enjeu du retour au travail, c'est la stigmatisation. Donc d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est, puis je vous expliquerai comment elle agit sur le retour au travail. Donc, la stigmatisation, c'est 3 processus. C'est d'abord les stéréotypes, qui englobe finalement toutes les représentations qu'on va avoir à propos d'un groupe stigmatisé. Et aujourd'hui, je vais vraiment beaucoup vous parler des représentations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces stéréotypes-là, ces représentations négatives, prédisent les préjugés. Les préjugés, ce sont les émotions négatives qu'on va avoir envers un groupe stigmatisé. Et ces préjugés-là prédisent ensuite les discriminations, qui sont les comportements négatifs qu'on va émettre envers une personne parce qu'elle appartient à un groupe stigmatisé. Deuxième chose à savoir, c'est qu'il existe 2 formes de stigmatisation. La stigmatisation qu'on appelle publique, donc c'est la stigmatisation qui est en fait exercée par la société à l'égard, en direction des personnes stigmatisées. Donc, par exemple, dans notre cas, c'est la stigmatisation qui va être exercée par les acteurs de différents systèmes vers le travailleur vivant avec un trouble mental courant.
La deuxième forme de stigmatisation, c'est l'autostigmatisation. C'est lorsque les personnes vivant avec un trouble mental courant se stigmatisent elles-mêmes. Et il faut savoir qu'en fait, ces deux formes de stigmatisation, elles s'influencent entre elles déjà, et puis elles vont venir impacter en fait le sentiment d'efficacité qui, on l'a dit, lui-même impacte les comportements et notamment le retour au travail. Je vais vous mettre un schéma pour essayer de vous simplifier un petit peu tout mon propos. Qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, d'abord, il existe dans la société des stéréotypes ou des représentations négatives du public envers les personnes vivant avec un trouble mental courant. Par exemple, on sait aujourd'hui que les professionnels de santé et les personnes du système, les acteurs du système de travail, donc les collègues, les supérieurs immédiats, etc., eux, ils ont des représentations négatives, des stéréotypes à l'encontre des personnes vivant avec un trouble mental courant. Par exemple, fréquemment, ils les perçoivent comme incompétents dans leur travail ou incompétents pour revenir au travail. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les personnes vivant avec un trouble mental courant peuvent, à force d'y être confrontées à ces stéréotypes, à ces représentations, eh bien, elles peuvent y adhérer. C'est pas le cas de toutes, mais elles peuvent y adhérer. Et donc, elles aussi, venir considérer que les personnes vivant avec un trouble mental courant sont incompétentes dans le travail ou dans leur retour au travail. Et ensuite, c'est la dernière phase de l'autostigmatisation, eh bien, se considérant elles-mêmes comme ayant un trouble mental courant, ces personnes-là vont s'appliquer ce stéréotype et donc considérer elles-mêmes qu'elles sont incompétentes dans leur travail ou dans leur retour au travail. Et donc, on comprend bien comment, lorsque les personnes se sentent incompétentes, comment leurs sentiments d'efficacité peuvent diminuer, puisqu'elles vont se sentir moins capables de mettre en place certaines tâches, elles vont douter de leurs compétences, penser qu'elles ne sont pas capables de réussir, etc., etc. Et donc peuvent penser, à quoi bon retourner au travail si finalement je n'ai pas les compétences pour y arriver. Et donc on comprend comment tous ces éléments s'articulent, même si c'est assez schématisé, hein, les données existent, s'articulent pour venir impacter négativement le retour au travail. Toutefois, il y a encore quelques éléments en suspens dans la littérature. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous raconter, on ne sait pas vraiment si ça marche dans le contexte du retour au travail. Ce sont surtout des hypothèses basées sur des études faites de manière plus large ou sur d'autres domaines de la vie. C'est-à-dire qu'en vrai, on ne sait pas vraiment s'il existe un lien entre les représentations négatives et le sentiment d'efficacité relatif aux pratiques du retour au travail. Or, je vous l'ai dit, c'est vraiment ce sentiment d'efficacité très précis lié aux pratiques qui est important. De la même manière, on ne sait pas si les représentations positives sont liées au sentiment d'efficacité associé aux pratiques du retour au travail. Pourquoi c'est important cette question-là? On pourrait tout simplement se dire que des représentations négatives pourraient protéger ou favoriser un sentiment d'efficacité plus élevé, alors que des représentations négatives pourraient au contraire freiner et empêcher le fait d'avoir un sentiment d'efficacité élevé. Donc, ça nous amène à notre deuxième objectif, c'est à savoir étudier les liens entre les représentations à la fois positives et négatives des personnes vivant avec un trouble mental courant à l'égard des personnes vivant avec un trouble mental courant, donc à l'égard de leur propre groupe, et le lien avec le sentiment d'efficacité. Donc, les deux variables que je vous ai mis en rouge. Pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que, en fait, d'étudier ce lien nous permettrait donc d'identifier des potentielles cibles thérapeutiques ou des leviers pour améliorer le sentiment d'efficacité et donc le retour au travail. Donc, comment on a fait? Donc, on a fait une enquête qu'on a diffusée en ligne. On l'a diffusée auprès d'adultes vivant avec un trouble mental courant, ayant vécu ou vivant un processus de retour au travail. On a utilisé 2 questionnaires. Le premier, il permettait d'évaluer le sentiment d'efficacité associé aux 21 pratiques du retour au travail. Je ne vous l'ai pas dit, mais il y a au total 21 pratiques de retour au travail. Et donc, on a tout simplement demandé aux personnes, est-ce que vous vous sentez plutôt pas capable ou plutôt tout à fait capable de mettre en place ces pratiques? Dans un deuxième temps, on est venu évaluer ce qu'on appelle les représentations sociales et donc essayer de répondre à la question, quelles sont les représentations sociales des personnes vivant avec un trouble mental courant à l'égard de leur propre groupe? Donc, ce que j'ai encadré en rouge. Comment on a fait? On a utilisé un questionnaire développé et validé par Laberon et collaborateurs qui nous permet donc d'évaluer d'une première partie les représentations
négatives avec des questions ou des items comme une personne vivant avec un trouble mental courant crée chez vous de la pitié, et à la fois des représentations positives avec des items comme une personne vivant avec un trouble mental courant crée chez vous l'envie de collaborer avec elle. Voilà pour la méthode. Je vais maintenant vous présenter les résultats de l'objectif 1, à savoir décrire le niveau de sentiment d'efficacité. Comment ça va se passer ? D'abord, je vais vous présenter les résultats des pratiques de la première phase. Et donc, je vais vous présenter un tableau avec, vous avez le type de pratique, le pourcentage de personnes qui ont répondu avoir un sentiment d'efficacité bas, donc plutôt pas capable, et le pourcentage de personnes ayant plutôt un sentiment d'efficacité élevé, c'est-à-dire qui se sentent plutôt capables de mettre en place cette action, cette pratique. Mais pour simplifier la lecture, j'ai utilisé un code couleur. Quand les pratiques seront en rouge, il s'agira de pratiques pour lesquelles les personnes ont généralement plus de difficultés à mettre en place, en tout cas rapportent qu'elles sont moins capables de les mettre en place que d'autres pratiques, alors qu'en bleu, ce sera vraiment lorsque les personnes sont plutôt capables de les mettre en place. Donc concernant la phase 1 du début de l'absence maladie, on peut voir ici que le fait de maintenir durant l'absence maladie le contact avec son supérieur immédiat ou tout autre représentant de l'employeur désigné, c'est quelque chose dont les personnes vivant avec un trouble mental courant ont des difficultés à mettre en place, en tout cas se sentent peu capables de mettre en place. En revanche, consulter des professionnels de santé ou d'autres spécialistes de la santé, ce sont des éléments pour lesquels les personnes ont rapporté un sentiment haut, c'est-à-dire se sentent plutôt capables de mettre en place. Concernant la phase 2, on a 3 pratiques pour lesquelles les personnes se sentent plutôt peu capables, moins capables de mettre en place. On a donc le fait de partager ses perceptions relatives au retour au travail avec les acteurs concernés, le fait de participer à l'élaboration et à la validation de son plan de travail avec les acteurs concernés, et le fait de participer à l'identification et la priorisation des aménagements de travail nécessaires pour préparer le retour au travail. En revanche, le fait de participer activement aux différentes interventions médicales et de réadaptation au travail, le fait de s'engager à rechercher les moyens de se rétablir et de retourner au travail, ce sont des pratiques pour lesquelles les personnes vivant avec un trouble mental courant se sont plutôt capables de mettre en place. Et enfin, pour les pratiques de la phase 3, le retour au travail progressif, le fait de s'assurer que les termes du plan de travail sont respectés, le fait d'appliquer les stratégies et les aménagements de travail qui ont été planifiés et les réviser si nécessaire, ça, ce sont des pratiques pour lesquelles les personnes se sentent moins capables de mettre en place. En revanche, elles se sentent plus capables de mettre en place les tâches telles que repérer les facteurs personnels et organisationnels qui pourraient affecter le maintien à l'emploi, le fait de participer activement aux rencontres de suivi avec son supérieur immédiat et les autres professionnels de santé. Ça fait beaucoup d'infos, et donc je vais essayer de vous les résumer sur cette diapositive. On a pu mettre en évidence des pratiques qui sont associées à un sentiment d'efficacité élevé, pour lesquelles les personnes sont capables de mettre en place. Et en fait, on a remarqué que ces pratiques, ce sont des pratiques qui nécessitent des compétences personnelles, qui sont plutôt basées sur l'autonomie de la personne. En revanche, les pratiques associées à un sentiment d'efficacité faible, pour lesquelles les personnes se sentent moins capables de mettre en place, en fait, ce sont des pratiques qui nécessitent de collaborer et de communiquer avec d'autres acteurs. Et on reviendra sur ce résultat un peu plus tard. Je ferai le lien avec notre deuxième objectif. Donc, pour rappel, notre deuxième objectif, c'était en gros, si je simplifie, répondre à ces 2 questions. Les représentations négatives sont-elles associées à un sentiment d'efficacité bas versus est-ce que les représentations positives sont associées plutôt à un sentiment d'efficacité élevé? Donc, d'étudier vraiment les liens entre ces 2 variables pour mettre en évidence les leviers du sentiment d'efficacité, des solutions pour faire face au sentiment d'efficacité qui est parfois un petit peu bas. Donc ici, c'est le tableau des résultats. Donc je vais vous l'expliquer à l'oral, ce sera plus simple, mais je vous demande juste de vous concentrer simplement sur ce qui est en gras, parce que ce sont les seuls éléments dits significatifs qu'on a retrouvés. Notre tableau, qu'est-ce qu'il veut dire là? Notre tableau, il nous montre que, effectivement, les représentations positives à l'égard des personnes vivant avec un trouble mental courant favorisent un sentiment d'efficacité associé aux pratiques du retour au travail des 3 phases. C'est ce qui est en gras. Donc, finalement, on peut plus, je vulgarise un petit peu, on peut répondre oui à la deuxième question. Les représentations positives sont associées à un sentiment d'efficacité plus élevé. Plus précisément,
c'est le fait d'avoir envie de collaborer, de travailler avec les personnes vivant avec un trouble mental courant, qui est associé à ce sentiment d'efficacité plus élevé. Plus j'ai envie de collaborer, de travailler avec des personnes vivant avec un trouble mental courant, plus moi-même, je vais me sentir capable de mettre en place les tâches du retour au travail. Donc ici, une petite phrase de conclusion. Finalement, ce sont les attitudes pro-collaboration qui favorisent le sentiment d'efficacité associé aux pratiques du retour au travail. On peut se poser une question, c'est quelles pratiques sont facilitées par ces représentations positives? Et donc ici, un tableau. Dans ce tableau-là, il y a l'ensemble des pratiques qui sont facilitées par le fait d'avoir des représentations positives. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'était juste déjà pour vous montrer, première chose, que les attitudes pro-collaboration, que ces représentations positives-là, en fait, elles favorisent le sentiment d'efficacité associé à de nombreuses pratiques du retour au travail. Il y en a quand même 8 sur 21 qui sont favorisées par le fait d'avoir des représentations positives des membres de son propre groupe. Deuxième élément qu'on a remarqué, et ça vous fera écho probablement avec ce que je vous ai dit lors du premier objectif, c'est que les attitudes pro-collaboration, ces représentations positives-là, elles favorisent le sentiment d'efficacité associé à des pratiques du retour au travail qui concernent la collaboration avec d'autres acteurs du retour au travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre premier objectif, on a pu mettre en évidence des pratiques peut-être plus difficiles à mettre en place, en tout cas pour lesquelles les personnes se sentent moins capables. Mais grâce à notre deuxième objectif, on a pu mettre en évidence un levier, une piste de solution qu'on peut mobiliser pour répondre, si vous voulez, à cette problématique, à savoir promouvoir les représentations positives. Et donc, je vais vous donner quelques éléments de conclusion. Qu'est-ce qu'on fait de ces résultats concrètement? Bien, premièrement, on a pu identifier des pratiques pour lesquelles les personnes ne se sentaient pas capables de mettre en place. Non, c'est pas capable, c'est pas vrai. Pour lesquelles elles se sentaient moins capables de mettre en place. Eh bien, à quoi ça nous sert, ça? Ça nous sert à cibler les interventions, à cibler les accompagnements. Bien, en fait, les pratiques pour lesquelles le sentiment d'efficacité est faible deviennent alors des cibles prioritaires de l'accompagnement. Or, on l'a vu, ce sont des pratiques qui nécessitent de collaborer avec d'autres acteurs. Or, je pense que vous l'avez compris, c'est que la collaboration, elle est au cœur du retour au travail. Donc, vous voyez bien que c'est une problématique, en fait. Donc, il s'agira de venir renforcer avec des outils la confiance des personnes vivant avec un trouble mental courant sur ces pratiques qui sont peut-être plus difficiles à mettre en place. Et également, ces résultats nous permettront d'informer les acteurs du retour au travail, donc des pratiques qui sont plus difficiles à mettre en place par les personnes vivant avec un trouble mental courant, afin d'ajuster l'environnement de travail, la communication lors du retour, le processus de retour au travail. Ça nous permet de sensibiliser finalement. Et enfin, ces résultats soulignent qu'il est important d'impliquer les personnes vivant avec un trouble mental courant dans l'élaboration du parcours du retour au travail, bien pour tenir compte de leur ressenti sur ces pratiques et renforcer leur sentiment de compétence. Concernant l'objectif 2, alors on a pu montrer que des représentations positives des personnes vivant avec un trouble mental courant à l'égard des membres de leur propre groupe, donc des personnes vivant avec un trouble mental courant, ça favorise un sentiment d'efficacité. Il est plus élevé. Eh bien, quelles sont les implications de ce résultat? Ça nous montre que le fait de promouvoir des représentations positives à l'égard des personnes vivant avec un trouble mental courant pourrait agir comme un levier vers un meilleur sentiment d'efficacité et donc vers un retour au travail plus réussi. Même si ça nécessite d'être retesté, ces liens de causalité, en tout cas, c'est une hypothèse. Et il serait nécessaire ainsi de promouvoir des représentations comme levier d'accompagnement. Comment est-ce qu'on peut promouvoir des représentations positives? Je ne vais pas m'étaler dessus, mais il existe des outils comme par exemple la pérédance ou des interventions de groupe dont vont parler mes collègues qui sont plutôt axés sur le partage d'expériences, la valorisation de compétences, le contact entre pairs. Ça, ce sont des éléments qui ont été montrés dans la littérature comme ayant un impact bénéfique sur les représentations sociales envers des membres de son propre groupe et donc sur le sentiment d'efficacité potentiellement. Et enfin, cette étude, elle souligne l'importance de la dimension identitaire dans le processus de retour au travail. Je m'explique. Les représentations sociales qu'on a envers les membres de notre propre groupe, ça façonne notre identité qu'on appelle sociale. Or, la stigmatisation vient impacter de manière très négative
cette identité sociale, notamment chez les personnes qui vivent avec un trouble mental courant, dont la stigmatisation est très forte. Donc, une autre hypothèse, une autre invitation, c'est pourquoi pas réduire d'abord la stigmatisation publique, qui semble être une des portes d'entrée vers ces difficultés à retenir au travail. Donc, c'est une hypothèse, en tout cas, à réfléchir. Je vous remercie pour votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions plus tard. Merci infiniment, Meryl. Et puis, bravo, quelle performance! En un peu moins de 25 minutes, tu as réussi à nous donner accès à un travail poussé et pointu sur ces questions-là, et puis à nous le rendre accessible, même si on n'est pas expert du sujet. On voit toutes les portes que ça ouvre, hein, les clés que ça peut donner à la fois aux personnes concernées, aux employeurs, aux professionnels de l'accompagnement et le matériau que ça offre pour porter son attention sur certaines dimensions de ce processus complexe du retour et du maintien au travail. Donc, merci beaucoup et continue. On va suivre la suite des résultats parce qu'on a beaucoup à apprendre. Et puis, ce que je trouve intéressant dans ta présentation, c'est qu'on parle souvent des représentations et de la stigmatisation finalement par les autres, par la société, et que là, ça vient aussi interroger finalement les représentations que les personnes elles-mêmes peuvent avoir de leur propre groupe, et donc tous les enjeux d'auto-stigmatisation, de perception de soi, et effectivement d'enjeux identitaires qui sont déterminants dans ces questions d'insertion et de réinsertion dans le travail. Donc, merci infiniment, Meryl, et bravo. Je vais passer la parole à Enzo pour nous parler de cette communauté mixte de recherche, alors qui ne travaille pas spécifiquement sur la santé mentale au travail, mais ce qui nous semble intéressant, c'est que tu nous fasses découvrir ce qui est actuellement en recherche sur l'objectivation de l'apport de la paire aidance par rapport à des enjeux de rétablissement, d'inclusion, et dont on sait que c'est un levier par rapport aux questions du travail, notamment comme l'évoquait Meryl, parce qu'on sait que la paire aidance, ça peut être un levier fort de transformation identitaire, de transformation des représentations sociales. Donc, on te laisse la parole, Enzo, pour présenter cette communauté mixte de recherche. Merci Claire et merci Meryl pour ta présentation. Bonjour à toutes et tous. Donc, la participation des personnes concernées, favorisée par la recherche, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la communauté mixte de recherche sur la paire aidance en santé mentale, que je co-coordonne avec deux autres collègues dont je vais vous parler juste après. Alors, hop, est-ce que ça fonctionne? Ouais, c'est bon. Donc, d'abord, un petit point de présentation pour que vous me situez un peu plus. Je m'appelle Enzo Nouchi, je suis médiateur de santé pair. J'ai fait la licence sciences sanitaires et sociales de l'université de Bobigny en 2021. C'est une licence qui se fait en alternance. Elle est portée par le CCOMS, le Centre collaborateur pour l'OMS, qui est basé à Lille. J'ai travaillé du coup dans deux hôpitaux de jour pour la fondation L'Élan Retrouvé et je travaille actuellement dans un SAVS SAMSA de l'association EDA, Ensemble Développons l'Accompagnement, à côté de Bordeaux, à Senon. J'interviens également pour l'association La Maison Perchée, qui est une association qui est basée sur la paire aidance pour les 18-40 ans. J'anime un groupe de parole de psychoéducation. Donc l'idée, c'est de diffuser un petit peu les savoirs, diffuser les connaissances et mettre en commun les expériences et les connaissances des participants au groupe. Et puis enfin, depuis octobre 2024, je co-coordonne cette communauté mixte de recherche sur la paire aidance en santé mentale que je vais vous présenter aujourd'hui. Avant de rentrer sur concrètement qu'est-ce que cette communauté, j'aimerais faire un petit rappel de définition sur qu'est-ce qu'on entend par le terme de paire aidance. Je pense que ça pourrait être utile sur cette présentation-ci. Une première définition, ce serait que la paire aidance, donc en anglais peer support, désigne le soutien et les services fournis aux personnes avec des difficultés psychiques par d'autres personnes ayant fait l'expérience par eux-mêmes de difficultés psychiques. Donc c'est vraiment basé sur l'entraide entre personnes concernées. Ça, c'est une définition de Richard Davidson, qui est un professeur de psychologie américain.
Et puis, je vous ai mis également une deuxième définition, la pair aidance comme ensemble des pratiques d'accompagnement ou encore d'entraide et de soutien par lesquelles une personne s'appuie sur son savoir expérientiel vécu pour aider d'autres personnes vivant des parcours similaires, des situations comparables. Donc ça, c'est la définition carrément de la haute autorité de santé, qui est très récente puisqu'elle date de 2025. Il y a différentes formes du coup de pair aidance qui vont exister dans le paysage de la santé mentale. Tout d'abord, il y a une pair aidance dite professionnelle. Donc c'est vraiment la pair aidance exercée par tous les pair aidants pros, qu'ils aient fait une licence ou un DU. Il y a plusieurs offres de formation en France. Donc cette pair aidance professionnelle peut être exercée par des médiateurs de santé pair, qu'ils soient d'ailleurs dépendants d'une institution, salariés, ou qu'ils soient en libéral, parce que c'est également possible de faire de la pair aidance à son compte. C'est d'ailleurs à ce titre, moi, que je fais de la pair aidance pour la Maison Perchée ou pour d'autres associations. Et puis, il y a une autre forme de pair aidance qui me paraît important de souligner, c'est la pair aidance informelle et bénévole, tout ce qui se passe en dehors du champ professionnel et dans les interstices des institutions, mais pas que, également dans les groupes d'entraide mutuelle, par exemple, ou avec des associations comme le Clubhouse, dont je vais vous reparler puisqu'ils sont partenaires de notre communauté mixte de recherche. Alors, cette communauté mixte de recherche sur la pair aidance, donc l'acronyme CMR-PASM, quels sont ses objectifs? D'abord, c'est de développer, structurer et animer vraiment un réseau de collaboration entre des chercheurs et des personnes parties prenantes sur la pair aidance. Donc, je vais vous parler un petit peu de toutes ces parties prenantes, mais c'est le premier objectif, c'est vraiment de créer ce réseau-là et faire collaborer des personnes qui n'auraient pas forcément collaboré en temps normal sans des initiatives comme une CMR. L'autre objectif, c'est de faire émerger du coup pour cela des questions de recherche, produire ensuite des données qui soient fiables, utiles et mobilisables pour le grand public, et enfin diffuser largement toutes ces connaissances-là. Donc il y a vraiment un rôle également de communication autour de des travaux qu'on peut faire au sein de cette CMR. Alors, qui compose cette communauté mixte de recherche? Tout d'abord, on a des pair aidants. Bien sûr, on parle de pair aidance, il nous faut des pair aidants dans cette belle entreprise-là. Notamment, j'ai mis ici sa photo, Luc Vigneault, qui est compatriote actuellement de Merrill au Québec. Et Luc Vigneault qui a un rôle un petit peu particulier dans la CMR puisqu'il est tiers veilleur, c'est-à-dire que Luc Vigneault est à la fois dans la CMR au titre de pair aidant, mais dans la CMR au titre de tiers veilleur dans le sens où il veille à ce que la parole des personnes concernées soit vraiment entendue, respectée tout au long du processus de construction de la recherche. Donc il y a plusieurs autres pair aidants, qu'ils soient médiateurs de santé pair ou pas d'ailleurs. Ensuite, pour une communauté mixte de recherche, c'est bien d'avoir également des chercheurs. Donc, on a également des chercheurs qui sont principalement de l'Université de Bordeaux, mais pas que. Il y a également d'autres chercheurs d'autres horizons qui sont parmi nous. On a ensuite des professionnels de santé mentale qui composent cette communauté. Donc, eux, c'est plus la partie centre hospitalier de Jonzac avec qui on a un partenariat. Donc, voilà, des professionnels divers, donc psychiatres, ergothérapeutes, divers corps de métier. On a également dans cette CMR des associations représentant des familles. Donc, c'est le cas de l'UNAFAM, qui est présente dans cette CMR. On a également des personnes directement concernées par des troubles psychiques. C'est important aussi d'entendre cette voix-là, qui ne soient pas forcément des pair aidants, ou peut-être pair aidants en devenir, mais en tout cas, personnes concernées. Donc, ça va être représenté dans la CMR principalement par le Clubhouse de Bordeaux. Mais on a également de plus en plus, j'essaye de faire le lien avec la Maison Perchée comme vivier aussi de recrutement pour qu'on travaille avec cette association pour qu'on puisse avancer sur les sujets de recherche. Et puis on a également des décideurs institutionnels, donc représentés par l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qui est notre partenaire, et également le CCOMS de Lille, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, qui représente toute la partie formation également des pairs aidants. Concernant nos financeurs, juste un petit point rapide sur qui ils sont. On est financé par l'Agence nationale de la recherche et également par la Fondation Herrier, qui sont nos deux financeurs principaux. Et les premiers financements sont arrivés dans l'année 2024, ce qui a accéléré un petit peu tout le processus de la CMR, puisque c'est un projet qui existe depuis, je ne vous ai pas mis la chronologie, mais à peu près depuis 2023, qui était en construction et là qui prend vraiment de plus en plus d'élan, d'allure, qui avance de plus en plus vite. Donc moi, je suis arrivé dans le projet en octobre 2024, comme je vous ai dit précédemment.
Concernant sa méthode de travail, comment elle travaille, cette communauté mixte de recherche? Elle va travailler avec 3 piliers essentiels. Tout d'abord, le premier pilier, c'est une méthode de travail entièrement participative. Ça veut dire que de A à Z de la recherche, même s'il y a des coordinateurs, même s'il y a des chercheurs, etc., c'est participatif. Donc, les chercheurs et les acteurs de la société, ils co-construisent ensemble, du coup, toutes les phases de la recherche. Donc, que ce soit l'identification des questions de recherche dont je vais vous reparler, que ce soit la mise en œuvre des groupes de travail, la mise en œuvre de la recherche très effective, comment on fait des études, etc., c'est co-construit de A à Z. Il y a une exigence également de pluridisciplinarité. Ça veut dire qu'on veut garder ce côté mixte, ce côté plusieurs professionnels, plusieurs types de professionnels. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui reste un pilier essentiel dans la CMR. Et puis, enfin, on utilise des pratiques basées sur la preuve, c'est-à-dire on tire les meilleures preuves scientifiques du moment, donc ce qu'on appelle evidence-based practice en anglais. Et donc, du coup, c'est vraiment aussi un pilier de notre CMR. Donc, la CMR, elle va s'articuler sur 2 niveaux. Le premier niveau, ce sont les réunions de la CMR plénière. Ça agit vraiment comme un comité de pilotage. C'est des réunions qui ont lieu en visio. Donc, vu qu'on a beaucoup d'acteurs très différenciés et un peu éparpillés aussi sur le territoire, on n'est pas que sur la Nouvelle-Aquitaine pour nos partenaires. Je pense à Luc Vigneault également. On va pas le Québec, etc. en avion à chaque fois, ça serait compliqué. Donc, on a vraiment ces 2 niveaux-là. Donc, d'abord, la réunion de la CMR plénière qui a lieu tous les 2-3 mois en visio environ. Et puis, le deuxième niveau, ce sont les groupes de travail où a lieu effectivement la recherche, très concrètement. Je vais vous en reparler juste après. Et donc, entre ces 2 niveaux d'articulation de la CMR, il y a vraiment un niveau décisionnaire au niveau de la CMR plénière. Ça veut dire que c'est elle qui va piloter les projets et dire nous, on veut travailler sur ces questions de recherche, on veut travailler sur ces grandes thématiques de recherche plutôt. Et ça va dans les groupes de travail, et des groupes de travail remontent l'information, et il y a une validation qui est faite par la CMR plénière de ce qui se fait dans les groupes de travail. Donc il y a vraiment des allers-retours entre ces 2 niveaux de fonctionnement. Donc les réunions de la CMR plénière, il y a tout le monde, ou au moins tous ceux qui peuvent être présents et qui représentent une partie prenante concernée. C'est des petites bulles que je vous ai mis au début. Et puis dans les groupes de travail, c'est des sous-groupes où il y a ceux qui veulent vraiment participer à la recherche de manière effective. Au niveau de la gouvernance de cette CMR, on est 3 personnes. Donc, comme je vous ai dit, il y avait mes 2 autres collègues, donc Antoinette Proutot, qui est professeure des universités à l'université de Bordeaux, Sarah Guillonnet, qui est ingénieure d'études et psychologue, et moi-même, Enzo Nucci, médiateur santé-père. Au niveau des groupes de travail de la communauté de recherche sur la pérédance en santé mentale, communauté mixte de recherche, il y en a 3. Le premier, c'est le groupe dévoilement dont je vais vous parler un petit peu plus précisément après. Il est coordonné par le docteur Kevin Marc Valéry, qui est chercheur, et Hélène Réraud, qui est médiatrice de santé-père. Donc, tous les groupes de travail sont coordonnés par un chercheur et un médiateur de santé-père. C'était une exigence importante pour ces groupes. Donc, il y a eu 4 réunions à ce jour qui ont été faites, en visio également. Et à ce stade, les propositions de questions de recherche et la méthode de recherche ont été validées par la CMR plénière. Donc, on a déjà avancé sur ce groupe-là. C'est actuellement le plus avancé des groupes, et c'est celui dont je vais vous parler un petit peu plus en détail après. Le second groupe de travail, c'est le groupe transformation des équipes. Alors, on a eu on ne sait pas encore exactement si on va garder ce nom-là, parce qu'on avait mis au départ transformation des professionnels, mais bon, a priori, on reste là-dessus pour l'instant. L'idée, c'est de voir comment la pérédance va infuser dans les pratiques des équipes de soins et comment ça va transformer vraiment ces pratiques-là et les équipes de soins en santé mentale eux-mêmes. Il est coordonné par Simon Félix, qui est doctorant en psychologie à l'université de Bordeaux, et moi-même, du coup, pour ce groupe-ci. Et enfin, le dernier groupe, c'est un groupe de travail sur les mécanismes d'action de la pérédance, et il sera coordonné par Adrien Seguela, qui est également doctorant en psychologie à l'université de Bordeaux, et prochainement, un médiateur de santé-père également va le rejoindre pour organiser ce groupe qui est encore en construction. Donc, on va faire un petit focus sur le groupe dévoilement de soi, puisque c'est le groupe de travail de la CMR qui a le plus travaillé actuellement, qui a le plus avancé.
Donc, pour commencer, on va faire un petit rappel sur l'état des lieux des connaissances sur le dévoilement de soi. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par le dévoilement de soi? C'est peut-être une notion qui ne vous parle pas comme ça quand on l'entend au premier abord. Donc, le dévoilement de soi, ça va être des déclarations du thérapeute qui révélant quelque chose de personnel à son sujet. Donc, c'est vraiment le fait, on se dévoile, on enlève ce voile social qu'on met ou professionnel, et on va donner un élément personnel de notre vie. Donc, c'est vraiment un partage d'expérience, pour le dire autrement, ou d'un vécu. Donc, ce qu'on a vu, et avec Kevin McVallery notamment, c'est qu'il existe des recommandations pour les thérapeutes sur ce dévoilement de soi. Donc, comment le faire, etc. Enfin, comment ça s'organise. Mais par contre, il n'y a aucune donnée ou aucune recommandation pour les pairs aidants professionnels en santé mentale. Donc, les pairs aidants professionnels sont invités à se dévoiler dans leur pratique. Pas systématiquement, hein, le dévoilement, ça reste un outil, c'est important de le dire, un outil de travail. Mais pour les pairs aidants professionnels, il n'y a pas de, c'est pas organisé, il n'y a pas de recommandation. Donc l'objectif, qui a été co-construit avec tous les participants de ce groupe de travail dévoilement de soi, ça va être autour de la pratique professionnelle du dévoilement de soi chez les pairs aidants professionnels. L'idée, c'est de participer à la production de connaissances sur ce dévoilement de soi, des outils également, des outils très concrets, la production d'accompagnement également pour ces pairs aidants professionnels et de formation. Donc ça, c'est vraiment les objectifs qui ont été identifiés pas seulement par les co-coordinateurs du groupe de travail, mais par tous les participants, et qu'ils soient chercheurs ou personnes concernées. C'est ce qui a donné ces réunions. Au niveau de la méthode, du coup, ce qu'on a opté pour ce groupe-là, moi j'en fais partie également de ce groupe, j'étais un des participants. Des participants, il y avait donc des chercheurs, des personnes concernées et des MSP. La démarche a été, comme je vous l'ai dit au départ, entièrement participative de A à Z. Les questions de recherche ont été co-construites par le groupe tout entier. Le protocole de recherche également. Donc, il y a eu des suggestions d'amendements qui étaient possibles par tous les membres du groupe. Donc, ça, c'est Kevin McVallery, puisqu'il est chercheur, c'est son domaine. Il a commencé à rédiger quelque chose. Et ensuite, il a dit, bah voilà, tout au long du processus, vous pouvez modifier, mais vraiment à la ligne près, ce protocole-là de recherche. Donc, la phase suivante, ce sera vraiment l'analyse des résultats. Et ensuite, la constitution de livrables pour diffuser ces connaissances à destination des pairs aidants professionnels, mais aussi, je pense, à d'autres professionnels à qui ça peut également parler et être utile. Et la première question de recherche qui a été identifiée, du coup, sur laquelle on travaille actuellement, c'est comment les personnes accompagnées vivent le dévoilement de soi du professionnel, du père aidant professionnel. C'était vraiment la première question sur laquelle des groupes sont en train de se constituer et vont bientôt entamer cette recherche. Donc, qu'est-ce que ça donne comme implication pour les personnes en situation de handicap? Pour les médiateurs santé-pairs, ça donne davantage d'outils, du coup. Parce que ce groupe, il va permettre d'apprendre à comment se dévoiler au mieux et comment utiliser cet outil qu'est le dévoilement pour accompagner au mieux les personnes concernées. Ça va également, du coup, participer à la production de formations qui seront à destination des MSP et des pairs aidants. Et puis, bien sûr, améliorer et mieux encadrer la pratique du dévoilement de soi, ce qui est un objectif important. Et pour les personnes accompagnées, ça a également des implications, du coup, parce que quand on se dévoile, ça a un effet fort sur la personne, et donc ça permettra d'améliorer l'accompagnement si ce dévoilement il est bien fait. Et puis, ça permettra également la modification du recours à ces techniques selon les résultats de la première étude. Enfin, je vais terminer par la diffusion des connaissances et produits vers la société. Pour la CMR, la diffusion et la communication autour des travaux de la CMR, elle est également participative. Donc, décidément, on fait vraiment du participatif au maximum, mais c'est important pour nous de le faire. Ça veut dire qu'on va organiser également des groupes de travail pour pouvoir diffuser au mieux les connaissances qu'on produit dans ces recherches-là. Donc, il y en a quelques exemples de produits et de méthodes de diffusion auxquels on a pensé. D'abord, des publications scientifiques, ça c'est un peu le moins original, mais c'est important parce que c'est important que la communauté mixte de recherche rayonne aussi dans le champ scientifique.
dans le monde scientifique, que ce soit d'ailleurs au niveau national, mais aussi au niveau international. C'est une ambition qu'on se donne également. Ça peut être également du partage de livrables sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être des recommandations. Les fruits des travaux de la CMR peuvent être diffusés également via les réseaux sociaux. Je vous mettrai les QR codes pour nos réseaux sociaux. Vous pourrez nous suivre et on mettra régulièrement à jour ces livrables. On pourra également participer à la réalisation de formations à destination des professionnels ou des pairs aidants non professionnels. Essayer de diffuser un maximum ces formations qui résultent des travaux de la CMR. On a d'ores et déjà organisé une journée de communication, c'était le 10 mars 2025. On l'a fait à l'Université de Bordeaux. Vous avez tous les replays sur la chaîne YouTube qui va s'afficher juste en dessous. Donc ça, c'est la première, c'était une journée de communication grand public. Et la suivante sera une journée de communication plus scientifique sur le contenu, mais qui pourra peut-être accueillir aussi également, on est encore en train de la construire, peut-être également d'autres personnes, même des personnes concernées, ce sera intéressant, je pense. Et puis, on est en train de construire un site internet. Alors, on a vachement galéré parce qu'on a commencé sur un site, les noms de domaine, tout ça, c'est pas notre domaine, justement, pour le jeu de mots. Et du coup, pas évident de construire un site internet, mais c'est en cours de réalisation. Donc, prochainement, je l'avais un peu teasé sur les réseaux sociaux de la CMR, mais il arrive vraiment, le site internet de la communauté mixte de recherche, où vous pourrez retrouver un peu tous ces livrables et tous les travaux de cette communauté. Et enfin, comme je vous le disais, il y a une chaîne YouTube, donc @CMR-PASM, CMR-PASM, qu'on trouve en tapant ça sur Google, on tombe direct dessus. Et il y a dessus pour l'instant les replays de l'intervention de la journée de communication du 10 mars. Il y a 4 parties. Il y a une présentation sur la paire aidance d'Emmanuel Jouet qu'on avait invité. Il y a une partie sur la présentation de 7 CMR, c'est à peu près celle que je vous fais aujourd'hui. Et il y a également les 2 thématiques qu'on avait choisi de traiter. C'était l'accès à la paire aidance professionnelle en France et puis l'impact de la paire aidance sur les personnes concernées. C'était les thématiques qu'on avait choisi de traiter. Donc, c'est en replay sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été ni trop court, ni trop long. Je ne sais pas où j'en suis. C'est parfait. Bravo Enzo. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils sont hyper briefés, que le timing est hyper serré. Donc, à chaque fois, il y a un petit stress pour qu'on puisse respecter le temps. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir fait ce travail de synthèse. On voit tout le potentiel de la CMR. Donc, c'est un vaste chantier qui s'annonce. Mais grâce à ce que tu nous as présenté, on a vu aussi par rapport typiquement à cette question du dévoilement, le levier que ça peut représenter, très en lien avec ce que Meryl a partagé, et à quel point on a besoin aussi de professionnaliser tout ça, d'outiller, d'objectiver ces éléments-là. On a l'intuition qu'il y a de la valeur, qu'il y a des savoirs là-dedans, mais c'est vrai qu'on a besoin d'objectiver finalement qu'est-ce que ça active dans ces relations d'accompagnement et chez les personnes, notamment par rapport à ces enjeux de confiance, de perception de soi et d'identité. Donc, on va continuer à suivre ça et merci de donner accès gratuitement aussi à toutes ces ressources. C'est extrêmement précieux. Simon, c'est à toi. Je te laisse la parole pour nous parler de cette expérimentation et vous allez le voir à quel point aujourd'hui on progresse sur la manière dont on accompagne les personnes dans le cadre du retour au travail et à quel point on éclaire finalement les champs d'intervention pour qu'il y ait une efficacité dans cet accompagnement-là et que le travail soit une réalité pour les personnes qui vivent avec des troubles psychiques, notamment courants dans le cadre de cette expérimentation. Donc, je te laisse la parole pour nous présenter ça. Merci Claire et bonjour à toutes et à tous. Je vais effectivement vous présenter une expérimentation qui a été menée autour d'interventions collectives inspirées des thérapies cognitives comportementales, les TCC, sachant qu'elle a été portée par notre association qui s'appelle l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives et qui fait de l'innovation sociale. Et à titre personnel, je travaille plus particulièrement sur 2 champs d'action. Le champ de l'insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap, notamment des personnes avec des difficultés d'ordre de la santé mentale. Et puis, la question de la participation des personnes concernées. Donc, je rejoins
pleinement ce qui a été présenté précédemment par Enzo, qui était un volet très important pour pouvoir ensuite favoriser notamment le retour à l'emploi des personnes. Donc c'est une expérimentation qui a été menée donc par une petite équipe, si on peut passer, je vais quand même remercier d'abord les financeurs de cette expérimentation, donc la Fondation internationale pour la recherche appliquée sur le handicap, ainsi que des financeurs donc en France, la GFIP, le FIPHFP, la Direction générale de la cohésion sociale, et puis des partenaires de la FIRA, à savoir Malakoff Humanis et le CCH, pardon. Et puis donc c'était une équipe donc franco-canadienne qui a travaillé sur cette expérimentation. Donc je vais la présenter tout de suite. Donc on contribue à ce projet donc du côté du Québec, donc Marc Corbière et Tania Lecomte qu'on ne présente plus. Donc Tania et Marc avaient déjà expérimenté cette approche au Canada, et donc l'objectif c'était de pouvoir l'expérimenter également en France pour pouvoir en démontrer sa valeur ajoutée et ensuite pouvoir l'essaimer. Donc, Tania et Marc sont venus pour à la fois former les professionnels à cette nouvelle pratique, et puis également nous ont aidé à produire les supports, les livrables du projet, pour pouvoir ensuite en déterminer la valeur ajoutée et pouvoir favoriser son essaimage. Je voulais remercier aussi, il ne sera pas avec nous aujourd'hui, Bernard Pachou, donc, qui est bien connu aussi, et donc qui a pris en charge la direction de l'évaluation et qui a contribué donc à cadrer l'évaluation, qui a contribué donc aux visites des structures donc qui ont expérimenté cette approche, les structures pilotes, et puis une contribution à la production des livrables également. Charles-Édouard Giguère est donc du Centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale à Montréal, qui a contribué à l'analyse des données quantitatives. Et puis enfin, donc, je voulais remercier aussi donc Signe de Sens, qui a produit 2 vidéos, une version courte que vous verrez tout à l'heure qui dure 3 minutes et une version plus longue de 15 minutes qui est disponible sur notre site internet. Puis voilà, et je remercie également ma collègue Manon Coulange qui n'est pas avec nous non plus aujourd'hui. Et on a travaillé tous les deux à la fois sur l'ingénierie de projet, c'est vraiment nous notre métier, c'est notre spécialité. Donc à la fois sur la mobilisation des structures pilotes et des structures du groupe témoin, sur l'organisation logistique des réunions, sur l'organisation des comités de pilotage, et puis une contribution assez forte à l'évaluation avec la collecte d'un grand nombre de données quantitatives, la visite des structures pilotes et enfin la production des supports d'application que je présenterai juste après. Un petit mot avant de se lancer donc, sur les conclusions de l'évaluation, c'est tout simplement vous dire ce que sont ces ateliers d'intervention collective inspirés des TCC. Donc je ne vais pas me lancer dans une explication autour des TCC, je serais bien mal placé pour le faire, et donc je pense que vous connaissez peut-être le sujet mieux que moi. L'idée simplement, c'est pour rebondir un peu sur l'intervention de Meryl, de dire qu'on peut jouer à un moment donné sur les représentations des personnes, sur leurs croyances, de manière à ce qu'elles puissent ensuite avoir une meilleure confiance en soi, en tout cas une meilleure relation avec leur environnement, en maîtrisant leurs émotions et en travaillant sur ces sujets-là pour pouvoir ensuite se sentir mieux dans leur environnement, et notamment leur environnement de travail. Je n'irai pas plus loin, je ne voudrais pas dire de bêtises. Le format des ateliers donc s'inspirait des TCC avec un principe donc d'un groupe de 4 à 10 personnes qui se réunissaient donc pendant 8 ateliers qui avaient lieu chaque semaine. Chaque atelier durant 1 heure à 1h30, avec 1 heure vraiment d'atelier et 30 minutes de convivialité, qui est important aussi dans la démarche. Donc 8 ateliers qui étaient animés par 2 animateurs. Donc 2 animateurs préalablement formés, donc en l'occurrence par Marc et Tania. Atelier avec donc un temps informel donc avant ou après l'atelier, et puis un guide participant qui permettait de servir de fil rouge et éventuellement permettre aux personnes de faire des travaux à la maison en dehors des ateliers pour progresser au fur et à mesure de ceux-ci. Je ne vais pas rentrer dans le détail là aussi des ateliers. Vous voyez, il y a différentes thématiques qui sont abordées. Donc, gérer le stress au travail, reconnaître mes pensées vis-à-vis du travail, ça reprend ce qui était évoqué tout à l'heure. Surmonter les obstacles qui sont perçus par rapport au travail, reprendre confiance en moi et notamment dans mes forces et mes compétences au travail, être en capacité d'accepter des critiques et puis de redorer un peu son image, en tout cas d'avoir une meilleure image de soi, une meilleure estime de soi au travail, tel que c'était évoqué aussi par Meryl.
Et puis la question autour des avantages et de la divulgation, du dévoilement de la situation de handicap en milieu de travail. Donc, comment est-ce qu'on peut faciliter cela? Et puis, un atelier conclusif qui permet de mettre en place une stratégie, soit pour le retour à l'emploi ou soit pour l'accès à l'emploi. Il y a beaucoup d'informations, vous trouvez beaucoup d'éléments. Hein. Je vous propose deux références hein, donc, sur ce diaporama, donc vous pourrez aller consulter. Les bénéfices attendus des interventions, c'est tout d'abord donc permettre aux personnes d'avoir une meilleure compréhension d'elles-mêmes, de leurs besoins, une meilleure capacité à exprimer ces besoins dans le collectif de travail pour pouvoir ensuite potentiellement améliorer les aménagements qui sont mis en place, renforcer l'estime de soi, notamment l'estime de soi en tant que travailleur, améliorer la confiance. Donc, la confiance pour trouver un emploi pour les personnes qui ne sont pas en emploi, et puis améliorer la confiance en soi pour se maintenir en emploi également. C'était une des plus-values recherchées par ces ateliers. Et puis, plus globalement, améliorer le bien-être des personnes, et notamment le bien-être au travail. Je vous propose, pour illustrer un peu mon propos, de vous projeter la vidéo courte hein, de 2 ou 3 minutes qui permettra d'avoir une vision peut-être plus claire que ce que je le fais moi. Donc, je laisse la vidéo. À l'Agence nouvelle des solidarités actives, on travaille depuis 2017 sur l'évaluation et l'amélioration de l'emploi accompagné et de constater que les actions collectives étaient très peu développées. À l'inverse, en Amérique du Nord, se pratiquent des ateliers, donc d'inspirer des thérapies comportementales et cognitives qui permettent d'améliorer l'emploi accompagné. On parle donc d'emploi accompagné augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire TCC et en quoi ça pourrait vous être utile? Les TCC, en fait, ça vient de thérapie cognitive comportementale. C'est inspiré d'un modèle, d'une philosophie qui vient de la psychothérapie. Parfois, ce qui crée du stress ou crée du mal-être en contexte de travail, ce n'est pas nécessairement le contexte, mais la perception de ce qui se passe. Et c'est cela qu'on travaille ensemble. Les ateliers inspirés des TCC peuvent être proposés aux personnes qui sont dans un dispositif d'emploi accompagné. Ils sont particulièrement adaptés aux personnes souffrant de troubles psychiques tels que l'anxiété et la dépression. L'intérêt du groupe, c'est que chacun va pouvoir apporter sa vision des choses. En se disant, en fait, on n'est pas tout seul. Et ça aide beaucoup. Ça peut aider une personne, notamment sur la confiance en soi, sur comment expliquer à l'employeur ce qu'on a. Les autres sont comme moi. Et ensemble, on peut trouver une solution. Découvrez la vidéo complète sur la chaîne YouTube de l'Agence nouvelle des solidarités actives. Donc voilà pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre quels étaient l'objectif et les modalités de réalisation des ateliers. Encore une fois, je vous invite à consulter la version plus longue qui vous en dira beaucoup plus. Je voudrais vous parler donc maintenant de l'expérimentation en elle-même. Donc là, on a une photo du groupe qui a été formé en décembre 2022 à cette pratique d'atelier par Marc et Tania, qu'on voit également sur la photo. Donc, groupes qui ont été sélectionnés, donc on a suite à un appel à manifestation d'intérêt. Donc, il y a eu 14 structures qui ont répondu à cet appel à manifestation d'intérêt. Ensuite, on les a tirés au sort pour les répartir en 2 groupes. Un groupe donc dit expérimental, et puis un groupe dit témoin, ce qui nous a permis de comparer des résultats obtenus à la fois par des personnes qui ont bénéficié de l'intervention collective et des personnes qui n'en ont pas bénéficié, donc les personnes qui sont accompagnées par les structures du groupe témoin. J'en profite pour remercier, si certaines d'entre vous sont autour de cette visioconférence, vous remercier 1000 fois pour votre implication tout au long de cette expérimentation. Et donc, d'un groupe expérimental avec cette structure, un groupe témoin idem, donc 2 animateurs formés dès décembre 2002 pour le groupe expérimental, sachant que les animateurs du groupe témoin ont été formés à l'issue de l'expérimentation, de manière à ne pas créer de biais dans la collecte des résultats. Donc, ils ont été formés en mai 2024. Dans le groupe expérimental, donc, il y a eu 2 sessions d'intervention collective qui ont été réalisées par chaque groupe, ce qui a permis de faire bénéficier de l'intervention environ 90 personnes. De manière à pouvoir ensuite mesurer les résultats et les comparer à des personnes accompagnées par les structures du groupe témoin, qui ont pu mener ensuite des interventions, mais après l'expérimentation.
Je vais faire rapide là-dessus, simplement pour vous dire que ça a duré 3 ans, cette expérimentation, et qu'on a, en 2025, produit les résultats, à savoir un webinaire de restitution, un rapport d'évaluation, un guide de l'essaimage, un film de présentation dont on a déjà parlé. Et donc, l'ensemble de ces éléments ont été diffusés sont disponibles sur notre site internet. Et on est actuellement donc, en cours de publication d'un article scientifique. Donc, les résultats ont été mesurés de la manière suivante. Tout d'abord, pour vous dire qu'on a cherché à impliquer, donc, dès le début du projet, les personnes concernées. Donc, on a pu mener 2 ateliers collectifs au démarrage de l'expérimentation pour définir le cadre de l'évaluation. Donc, essayer de travailler ensemble sur les hypothèses qu'on cherchait, les résultats qu'on cherchait à mesurer, et puis les moyens pour collecter le plus facilement des informations pour que ce soit à la fois facile d'accès et pas trop chronophage pour les personnes, tout en nous amenant un nombre d'informations suffisant pour pouvoir en tirer des conclusions. Il y a eu 4 remontées de données qui ont été réalisées, donc à T0, donc au lancement de l'expérimentation pour les personnes du groupe expérimental, et puis au moment du recrutement pour les personnes du groupe témoin, sachant qu'on les a donc mesurées donc au départ, donc à T0, et ensuite 3 mois après l'intervention collective, 6 mois après celle-ci et 12 mois après celle-ci. On a eu une certaine forme de déperdition d'informations au fur et à mesure parce qu'on a eu de moins en moins de réponses. Donc, je vous présenterai ici les résultats à T+3 et à T+6. Les résultats à T+12 étant moins fiables. Et puis, donc, ces remontées quantitatives étaient intéressantes, mais on avait vraiment voulu donc, être sur une évaluation mixte avec également donc, des visites sur site. Donc, il y a eu 6 des 7 plateformes qui ont été visitées, avec des entretiens qui ont été réalisés à la fois avec des participants, donc de personnes accompagnées en emploi accompagné, des animateurs des interventions collectives, et puis également les directions de plateformes. L'objectif étant aussi de voir ce qui a facilité la mise en œuvre de ces groupes. Et puis, on a également, sur chaque visite, créé un focus group avec des personnes de manière à pouvoir nourrir aussi les réflexions par de l'échange collectif. Enfin, donc, on a donc pu, à l'issue de la remontée de données, donc mener une analyse quantitative dont je vais vous donner quelques éléments ci-après, et puis une analyse plutôt thématique avec l'ensemble des matériaux qu'on a pu collecter lors des visites sur site. Tout ça est disponible dans un rapport d'évaluation, encore une fois disponible sur notre site internet. Quelques résultats, donc la finalité, c'était de favoriser l'accès et le maintien en emploi. Donc, on a essayé de mesurer quel était le niveau d'emploi pour les personnes à la fois dans le groupe expérimental et dans le groupe témoin. Donc, on a créé comme ça 2 échantillons, de manière à pouvoir appareiller ces 2 échantillons et avoir des caractéristiques similaires entre les personnes qui y figuraient. Et donc, on a pu mesurer, donc, pour les personnes qui n'étaient pas en emploi au moment des ateliers, je dirais un meilleur taux d'accès à l'emploi mesuré à la fois à 3 mois et à 6 mois, puisque vous voyez les résultats qui sont affichés en vert. Donc, à 3 mois, on était à 22% de personnes qui avaient trouvé un emploi 3 mois après les ateliers, contre 13% dans l'échantillon témoin, et on montait à 28% en bout de 6 mois, versus 16,8% pour le groupe témoin. Pour les personnes qui étaient déjà en emploi, on voulait mesurer le maintien d'emploi. Donc, on obtient des résultats assez satisfaisants à 3 mois. On est plus mesuré, voire même négatif pour les résultats à 6 mois, ce qui indique sans doute un besoin pour les personnes en emploi de réactiver le sentiment, du moins les plus-values qui peuvent être apportées par les ateliers, de manière à pouvoir maintenir ce fort niveau de maintien en emploi. Sur l'estime de soi, notamment l'estime de soi en tant que travailleur, on a cherché à mesurer l'impact de ces ateliers sur l'amélioration de l'estime de soi. Là, les résultats sont sans appel, je dirais, puisqu'on a mesuré, il y a donc 54% des personnes qui ont amélioré leur estime de soi grâce à cet atelier versus 39% dans le groupe témoin. Et à 6 mois, on est à 68 versus 42. Donc, on voit que l'emploi accompagné permet d'améliorer la confiance en soi, mais globalement, l'intervention collective a boosté cette estime de soi. On a mesuré également l'évolution des symptômes anxieux et dépressifs, là aussi, en comparant le groupe expérimental et le groupe témoin. Et on fait le même constat.
à 6 mois, c'est-à-dire à 3 mois, donc 3 mois après l'intervention, d'une amélioration assez conséquente de la situation donc, anxieuse et dépressive pour les personnes du groupe expérimental versus le groupe témoin. Je ne vous ai pas mis les résultats à 6 mois, puisque ce qu'on a identifié, c'était qu'à 6 mois, finalement, les résultats du groupe expérimental restaient à peu près les mêmes, tandis que les résultats de l'échantillon témoin étaient meilleurs, ce qui fait qu'on a deux courbes qui se rejoignent, et donc ce qui nous fait penser que les interventions collectives permettent d'accélérer finalement la diminution des symptômes anxieux et dépressifs pour se trouver à un niveau ensuite qui se maintient, là où au niveau de l'échantillon témoin, ça prend plus de temps, mais ce qui valorise aussi l'accompagnement proposé dans l'emploi accompagné à titre individuel, qui a une vraie valeur pour diminuer ces symptômes, et donc les interventions collectives permettent de les accélérer ou de jouer un rôle de catalyseur. Ça, c'est des éléments quantitatifs. Et le plus important, peut-être, c'était d'aller voir ce que nous disaient les personnes, ce que disaient les professionnels. Donc, c'est pour ça qu'on a fait les visites sur site. Et donc, on a mesuré quelques éléments, notamment sur l'accès à l'emploi. C'est cette première diapo. Donc, pour les personnes accompagnées, il y a un sentiment vraiment de remobilisation et de relance dans une dynamique positive rendue possible grâce à ces ateliers. Il y a une amélioration de la confiance en soi, une prise de conscience de ses qualités en tant que travailleur. Donc, très important, il y a un atelier qui a été consacré à ça. Et là-dessus, on a mesuré notamment l'importance de la pérédance qui était évoquée par Enzo à l'instant. Également une contribution donc, de ces ateliers pour affiner son projet professionnel. Là aussi, on peut se poser la question de l'importance de la pérédance. Et puis, globalement, une meilleure capacité à gérer son stress lors des entretiens d'embauche. Les référents en emploi accompagné, donc partager ses points de vue et rajouter des éléments supplémentaires, notamment la capacité à imaginer des solutions pour lever des obstacles perçus pour accéder à l'emploi, et puis un progrès dans le dévoilement de la situation de handicap dans le cadre de la recherche d'emploi. Il y a 2 verbatims qu'on a extraits ici, il y en a beaucoup plus dans notre rapport d'évaluation. À titre d'exemple, l'atelier m'a permis de me remettre dans une bonne perspective, de sortir de la peur du travail et d'entrer dans une forme de rétablissement. Voilà. On a travaillé sur des situations ciblées sur l'emploi, notamment la gestion des appréhensions, la gestion des émotions. Et il s'agissait de choses pratiques. C'est vraiment des objectifs clés de l'atelier, c'est de travailler sur des choses pratiques pour trouver ou se maintenir en emploi. On aurait préféré que ce soit des personnes elles-mêmes qui viennent vous témoigner aujourd'hui. C'était un peu court au niveau du temps, mais vous retrouverez dans le replay du webinaire des témoignages de personnes accompagnées. Sur le maintien dans l'emploi, donc retour des personnes accompagnées, donc plus grande difficulté à évoquer les retentissements handicap avec une plus grande faculté, par contre pas une plus grande difficulté à évoquer les retentissements du handicap avec l'employeur. On en a déjà parlé, meilleure gestion des émotions, meilleure gestion du stress, et puis des nouvelles clés aussi pour aménager le temps, les conditions de travail rendues possibles notamment par le dévoilement du handicap. Et puis, les référents emploi accompagné ajoutent une capacité des personnes à gérer des situations inhabituelles, donc des situations de stress, et donc à prendre du recul, à mieux analyser ces situations de manière à mieux réagir. Une meilleure capacité à prendre la parole en collectif, là aussi, sans doute, un des bénéfices simplement du fait de l'existence de ce temps collectif. Une normalisation des difficultés rencontrées. Là, ça peut renvoyer aussi, pareil, sur le groupe de pairs ou sur le fait de travailler en collectif sur des sujets en commun. Et puis, une meilleure interaction avec les collègues. C'était un des objectifs clairs de l'intervention. J'espère que je ne suis pas trop en retard. Claire, ça va? C'est bon. Donc, quelques verbatims. Donc, pour les personnes en emploi. Donc, je suis déjà en emploi, mais ça m'a permis de retrouver de l'estime de soi, de la confiance en moi et de gérer mes émotions par rapport aux collègues. Donc, c'est vraiment ce qu'on vient de dire. Autre verbatim, cela a baissé la pression que je ressentais face à des gens importants. Donc potentiellement un supérieur hiérarchique. En fait, je me suis rendu compte que c'était des gens simples, c'était mes croyances qui étaient difficiles à gérer. Donc on est vraiment dans le principe même de la TCC. Il y a eu des résultats donc, sur l'accès à l'emploi, sur le maintien d'emploi, mais plus globalement sur le bien-être des personnes, avec des personnes qui se déclarent, qui pensent que les ateliers ont un impact favorable, voire très favorable sur leur bien-être donc à l'emploi, mais plus globalement au quotidien.
Donc, une plus grande capacité à analyser ses pensées, à gérer ses émotions, la question de la gestion du stress, la connaissance de soi, tout ça, on en a déjà parlé. Et puis, donc, une évolution positive qui a un effet direct sur l'emploi, mais également plus globalement sur l'entourage, donc la communication avec les proches ou la famille. Et puis, ce qui était un peu illustré dans le verbatim, une meilleure capacité à discuter avec des gens qui nous impressionnent. Et puis, enfin, une amélioration de l'image de soi. Quelques commentaires. Donc, ça permet de mettre des mots sur les émotions et de mieux gérer les situations anxieuses ou des crises de panique, notamment dans l'emploi, mais pourquoi pas également dans les transports, comme c'est cité ici, et de se rendre compte qu'il n'y a pas de danger après avoir pris le temps d'analyser nos émotions. Autre verbatim, les ateliers apportent une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance de son propre fonctionnement. Principe de TCC. Dernière diapositive ou avant-dernière à propos donc de la suite, c'est-à-dire que là on était plutôt satisfait des résultats qui ont été produits grâce à l'expérimentation, et donc l'objectif maintenant c'est de diffuser les pratiques en France. Et donc pour ça on a donc construit plusieurs outils. Donc il y a eu le webinaire qui est accessible sur notre site, hein. Tous les liens que vous voyez sur la présentation sont cliquables, donc vous pourrez aller rechercher facilement ces éléments. On a construit un guide de l'essaimage de manière à pouvoir expliquer donc, aux directions de l'emploi accompagné, mais plus globalement à toute structure qui accompagne des personnes en situation de handicap qui souhaiteraient se former à ces interventions collectives, de pouvoir voir comment on met en place ces ateliers, quelles sont les bonnes pratiques à respecter, quels sont les travers à éviter. Et puis donc il y a ces deux films également donc, dont on a déjà parlé. Et enfin, dernière diapo, la plus importante peut-être, c'est que pour mettre en œuvre ces pratiques, il faut être formé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'inventer animateur de ces pratiques, donc il ne suffit pas d'avoir le guide pratique pour pouvoir ensuite le mettre en œuvre, il faut véritablement être formé. Donc c'est obligatoire, et une mauvaise utilisation de cette approche pourrait même avoir des effets négatifs si c'est mal fait. Et donc le message qu'on voulait vraiment faire passer à l'issue de ce webinaire, c'est que si ces formations vous intéressent, vous devez former un binôme de professionnels au sein de votre structure, de manière à être en capacité derrière de pouvoir proposer ce mode d'intervention aux personnes que vous accompagnez. Et donc, on a lancé un programme de formation pour ça. Donc là, il y a 3 formations qui sont déjà prévues pour fin 2025, début 2026. Si vous êtes intéressé pour former un groupe au sein de votre structure, ou à ce moment-là, on peut nous imaginer monter une formation dédiée au sein de votre structure ou avec des structures partenaires pour pouvoir former un groupe qui va ensuite travailler ensemble sur la durée pour pouvoir proposer ce type d'intervention. On peut aussi également se former donc en interstructure, et à ce moment-là, donc, vous pouvez cliquer sur un lien qui vous permet éventuellement de positionner votre intérêt pour ce type de formation. À ce moment-là, on reviendra vers vous pour voir ce qu'on peut vous proposer. Et puis, pour toute question, vous avez mon mail, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé pour à votre tour dupliquer ou mettre en place ce type d'intervention. Merci Simon. Et bravo également pour le timing. C'est riche, et puis en fait on voit très bien à quel point ça résonne avec ce que Meryl a mis en lumière sur ce sur quoi on a besoin de travailler, sur la perception de soi, sur le sentiment d'efficacité, et à quel point ces programmes-là viennent nourrir des ressources et une perception de soi qui rend capacitaire, en fait, et qui dénoue. Moi, je me souviens effectivement au sein du Clubhouse à Paris, à quel point on voit bien qu'il y a des parcours de personnes qui cherchent un travail, et puis elles ont tout mis en place, elles sont accompagnées, il n'y a rien qui se dénoue, et puis tout d'un coup, il y a un espace de rétablissement avec de la confiance en soi, avec la rencontre avec un père aidant, avec tout d'un coup l'identification de stratégies et un autre regard porté sur soi, et tout d'un coup, le travail, l'accès au travail se dénoue, alors que finalement, dans l'accompagnement classique, rien n'a changé. Donc,
Voilà, c'est extrêmement riche. Alors, on a assez peu de temps pour les questions, mais on va quand même en prendre un petit peu. Donc, c'est le moment s'il y en a quelques-unes. En tout cas, moi, j'en ai. Alors, je vois une question arriver, mais peut-être que Romane, tu veux nous en partager d'autres. J'en vois une déjà pour Simon, une personne qui demande si on peut se former en tant qu'indépendant. Une bonne question. Je vous avoue que j'y avais pas pensé. Nous, on partait du principe qu'il fallait pouvoir être en capacité tout de suite d'animer un groupe au sein d'une structure. Alors après, si vous intervenez en tant qu'indépendant pour des structures pour lesquelles vous pouvez proposer ce type d'intervention, pourquoi pas, ça semble tout à fait faire sens. Donc oui, j'aurais tendance à dire c'est intéressant de peut-être pouvoir former des personnes indépendantes qui vont pouvoir aller ensuite d'ateliers, enfin de structure en structure pour pouvoir mettre en place ces ateliers. C'est une vision intéressante. Et du coup, Simon, moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des recommandations de prérequis pour se former? Et quid d'un binôme qui a un père aidant dans le binôme? De bonnes questions. Donc, prérequis, non. On n'a pas, nous, positionné de prérequis à l'intervention. Après, il y a des prérequis, mais c'est des prérequis humains, je dirais. C'est une capacité à l'empathie, c'est une capacité à la bienveillance, voilà. Et puis après, il y a la formation avec un guide qui est des ateliers qui sont très bien construits, hein, avec des exercices très, très pratiques qui sont très cadrés. Intervention professionnel accompagnant, père aidant, super idée. Je trouve que ce serait vraiment ce serait top. Ce serait peut-être même encore plus fort. On pourrait faire l'hypothèse que ce serait encore plus impactant dans un binôme qui a s'il y a un père aidant dans le binôme. En tout cas, ce serait intéressant de le mesurer. Ouais. Super, vraiment. Ouais. Et ça dure combien de temps la formation? 3 jours. 3 jours. Ok, merci Simon. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans les participants? Je vois qu'il y a des personnes qui doivent nous quitter malheureusement. Effectivement, on est un peu tard dans la journée, en tout cas pour l'Europe. Sachez que le webinaire est enregistré et visible en replay. Vous avez tous les liens pour ceux qui doivent. Alors, est-ce que cette étude a été faite au Québec? Bonjour Fabrice, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Fabrice que j'ai rencontré en Alsace au centre hospitalier de Erstein, qui est cadre de santé et qui œuvre activement pour diffuser les pratiques orientées rétablissement dans son établissement. Alors, est-ce que cette étude a été faite au Québec, Simon? D'accord. Donc, elle a été faite au Québec, c'est difficile. Non, mais les pratiques, hein, donc ces pratiques d'intervention collective sont déjà en place au Québec et donc Tania et Marc notamment ont beaucoup œuvré pour diffuser ces pratiques au Canada. Donc, l'objectif, c'était ici d'expérimenter cette approche en France. Donc, c'est ici qu'elle a été testée. Et donc, les résultats qui sont ceux du rapport d'évaluation sont ceux des groupes expérimentaux identifiés en France, en emploi accompagné. J'espère que ça répond à la question. Oui, je pense. Ouais. Moi, j'avais une question pour... alors, il y a une question d'Olivier Brun. Merci pour votre intervention en tant qu'usager d'un SAVS à l'Intercité de Bordeaux. Donc, les SAVS en France, ce sont des accompagnements services à la vie sociale. Ce sont des accompagnements en ambulatoire, entre guillemets, enfin, des services à la personne. Et donc, vous voulez savoir, est-ce qu'en tant qu'usager, pouvoir avoir accès à une TCC me serait bénéfique? Est-ce que Andamos serait la structure vers laquelle je puisse me tourner? Alors, Olivier, je vais avoir du mal à vous répondre. C'est peut-être trop technique et trop local.
Je ne sais pas si éventuellement Simon, Enzo, parce que tu es dans la zone, vous pouvez en dire un mot ou lui répondre. Je peux apporter un premier élément de réponse déjà. Tout ça pour dire que, enfin, moi, ce que j'ai présenté en expérimentation, c'est des interventions collectives inspirées des TCC. On insiste bien là-dessus. Hein. C'est pas une TCC, c'est inspiré des pratiques de TCC. Hein. On est sur quelque chose de différent. Et par contre, Andamos, au titre de structure, donc chef de file de la plateforme emploi accompagné en Gironde, porte emploi accompagné et donc a eu deux professionnels qui ont effectivement été formés aux pratiques. Donc, pratiques qu'elles vont proposer, je pense, aux personnes qui sont accompagnées dans le cadre de l'emploi accompagné, mais pourquoi pas à des partenaires de la plateforme d'emploi accompagné au niveau de la Gironde. Donc, je ne peux pas vous répondre directement là-dessus, mais en tout cas, il est fort possible que Andamos propose ce type d'intervention collective. Moi, j'avais une question pour Meryl. Je voulais savoir qu'est-ce qui était prévu pour la suite, qu'est-ce qui était envisagé et voilà, quelles sont les pistes qui se dessinent, qui vont être creusées ou que tu aimerais creuser en tout cas. Ben, il y a quand même des limites dans cette étude, donc le but ce serait de les contourner avec soit une étude subséquente, soit assez similaire, notamment pourquoi pas la faire tourner avec plus de participants, parce qu'en fait c'est une étude francophone, donc peut-être qu'on pourrait s'intéresser un petit peu aux différences en fonction des groupes, notamment est-ce qu'il y a des différences dans ce sentiment d'efficacité en fonction du pays de la personne, en fonction aussi du diagnostic qui a été reçu, notamment on pourrait émettre l'hypothèse que les représentations sociales pourraient être différentes en fonction des diagnostics. En tout cas, c'est ce qui a déjà été montré dans la littérature, donc pourquoi pas faire des analyses de sous-groupes pour préciser un peu ces résultats-là. Et puis, si je développe encore un peu plus, là, on n'a pas montré, si vous voulez, d'associations significatives entre les représentations négatives et le sentiment d'efficacité. Juste représentation positive et sentiment d'efficacité. Donc, pourquoi pas se creuser un petit peu pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de résultat ? Une des hypothèses, c'est qu'on a utilisé une mesure un petit peu large et pourquoi pas vraiment venir évaluer l'autostigmatisation. Là, on est vraiment dans le processus de représentation qui arrive juste avant l'application des stéréotypes, donc juste avant le processus d'autostigmatisation. Donc, pourquoi pas reproduire avec une mesure un peu plus fine par rapport à ça. Et ça me fait penser qu'effectivement, sur ces questions de stigmatisation, d'autostigmatisation, on perçoit à quel point c'est déterminant et en même temps à quel point on bute encore sur comment on transforme ça. Et on voit là que des pratiques avec les TCC peuvent transformer le regard qu'on porte sur soi, qu'il y a d'autres leviers qu'on peut actionner. Moi, je suis convaincue que la paire-aidance est un levier hyper puissant. Et pas le dévoilement des professionnels, mais plutôt la divulgation des personnes, notamment dans le monde du travail. Mais tout ça, on a besoin de l'objectiver, on a besoin de le préciser parce que c'est encore certainement trop intuitif ou trop large encore. Donc, on a des pistes de travail, en tout cas intéressantes à creuser. Il est 17h59 en France, bientôt midi de l'autre côté de l'Atlantique. Il va être temps de nous quitter. Merci encore infiniment à vous trois. On se rend compte de la chance qu'on a eue là en 1h30 d'avoir autant de savoir et de perspectives, de réflexion et d'action. Merci pour tout le travail que vous avez fourni pour rendre vos travaux accessibles à tous. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire dans la communauté de pratique. Donc voilà, merci d'avoir permis ça. C'était du coup une approche un peu thématique sur la recherche. On va revenir aussi un peu plus la prochaine fois sur des partages d'expériences un peu terrain, d'accompagnement dans le monde du travail, de paroles aussi de professionnels dans les différents mondes du travail. On se donne rendez-vous le 14 octobre prochain, justement pour continuer à partager à la fois de la connaissance et des pratiques
inspirante. Ce sera un peu plus tôt puisque ce sera à 10h du matin au Québec et à 16h en France pour qu'on termine moins tard. N'hésitez pas à partager les replays. Vous aurez les présentations de Enzo et Simon dans le mail de remerciement. On vous donnera accès à ces présentations. Vous comprendrez que la présentation de Meryl, elle ne peut pas encore être partagée parce que tout ça, ça donne lieu à des publications scientifiques. Il faut consolider les résultats. Voilà. Je voulais également partager avec vous, si ça vous intéresse, le travail de Marie-Gaëlle Marek, qui est membre de notre communauté de pratique, qui a terminé sa thèse sur l'évaluation des dispositifs d'emploi accompagné. C'est aussi très inspirant et éclairant. Je pense qu'il y a un webinaire où on aura l'occasion de présenter ses résultats aussi, mais vous pouvez d'ores et déjà suivre son travail, Marie-Gaëlle Marek, sur les évaluations de dispositifs d'emploi accompagné. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon été et rendez-vous le 14 octobre prochain pour le prochain webinaire. Au revoir.